Une humble domestique qui avait travaillé pendant des années au service d'une famille de milliardaires influentes, fut soudain accusée d'avoir volé un bijou inestimable. Elle fut traînée au tribunal sans avocat, humiliée devant le monde entier et laissée complètement seule face à l'influence des riches. Tout le monde la croyait coupable, parce que la parole des puissants pesait davantage que ses larmes et sa vérité. Mais au milieu du procès, alors qu'il semblait que rien ne pourrait la sauver, l'imprévu se produisit. Le jeune fils du milliardaire, qui l'aimait comme une seconde mère, se dégagea de la surveillance de sa nourrice, courut dans la salle d'audience et révéla un secret choquant, changeant à jamais le cours de l'affaire. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous d'où vous nous regardez. Nous savons que Clara avait travaillé pendant de nombreuses années pour la famille Hamilton. Chaque jour, elle nettoyait les grandes pièces de leur villa, prenait soin du mobilier, préparait les repas et s'assurait toujours que tout était parfait. Elle était silencieuse, respectueuse et profondément digne de confiance pour tous les membres de la maison. Au fil des ans, elle se rapprocha du petit Émile, le jeune fils d'Armand Hamilton. Émile aimait beaucoup Clara et la considérait comme une seconde mère. Armand Hamilton, le père d'Émile, était un homme sérieux qui avait perdu sa femme quelques années auparavant. Il avait été élevé par sa mère, Marguerite, une femme froide et stricte qui aimait tout contrôler. Marguerite n'avait jamais aimé Clara, même si elle ne l'avait jamais dit ouvertement. Un jour, un précieux bijou familial disparut soudainement. Il appartenait à la famille depuis des générations, et Marguerite accusa immédiatement Clara. Elle affirma que Clara était la seule étrangère dans la maison, et que cela ne pouvait être que sa faute. Clara fut choquée et déconcertée par cette accusation. Marguerite n'attendit pas d'enquête. Elle alla directement voir Armand et lui dit que Clara devait avoir volé le bijou. Elle souligna que Clara était pauvre et avait probablement besoin d'argent. Armand, bien qu'incertain, fit confiance au jugement de sa mère, qui avait toujours été ferme et persuasive. Clara tenta d'expliquer qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Elle les supplia de rechercher à nouveau le bijou. Peut-être quelqu'un l'avait simplement égaré, mais Marguerite refusa d'écouter. Armand regarda Clara, et, même sans preuve réelle, céda à la pression de sa mère. Il dit à Clara qu'elle devait quitter la villa. Clara se sentit le cœur brisé. Après tout ce qu'elle avait fait pour cette famille, il la croyait voleuse. La police fut appelée. Clara fut emmenée au commissariat local. Les voisins regardaient, tandis qu'elle était escortée en larmes. Elle se sentit humiliée et trahie. Son seul crime avait été de travailler honnêtement pour une famille qui ne lui faisait plus confiance. Au commissariat, Clara resta silencieuse pendant que les agents lui posaient des questions. Ils ne l'arrêtèrent pas, mais la traitèrent comme une suspecte. Clara n'avait pas d'avocat, pas d'argent et personne pour parler en sa faveur. Son monde s'effondrait. Elle fut autorisée à rentrer chez elle, mais on lui dit qu'elle devrait bientôt comparaître devant le tribunal. La nouvelle se répandit rapidement et les habitants commencèrent à chuchoter derrière son dos. Son nom fut désormais associé à un vol, même si elle n'avait jamais rien volé dans sa vie. Clara retourna dans sa petite maison et pleura pendant des heures. Elle pensa à la façon dont toute sa vie avait changé en un seul jour. Le pire n'était pas la convocation au tribunal, ni même la honte publique, mais la perte d'Émile. Son sourire, ses questions, ses câlins lui manquaient. Elle s'était occupée de lui comme de son propre enfant. À présent, elle ne savait pas si elle le reverrait un jour. Dans les jours qui suivirent, Clara reçut une lettre du tribunal. Elle était formellement accusée d'avoir volé le bijou et devait se préparer pour le procès. Clara n'avait jamais mis les pieds dans une salle d'audience auparavant. Elle ne savait pas comment fonctionnait le système judiciaire
n'avait pas d'argent pour un avocat et se sentait complètement perdue. Elle tenta de contacter certaines connaissances, mais personne ne voulait s'impliquer. Tout le monde craignait la famille Hamilton. Ils étaient riches, puissants et influents. Clara se sentait petite et impuissante. Elle marchait dans les rues, la tête baissée, craignant de croiser quelqu'un. La nuit, elle ne pouvait pas dormir, repassant tout en tête. Le bijou, l'accusation, la froideur dans les yeux d'Armand, le silence des gens autour d'elle. Chaque instant pesait comme un poids sur sa poitrine. Elle n'arrivait pas à croire qu'après tant d'années de loyauté, elle était laissée seule pour se battre, sans aucune aide ni soutien. Malgré toute la douleur et la confusion, Clara reçut un petit rayon d'espoir. Quelques jours après l'accusation, on frappa à sa porte. C'était Émile. Il s'était échappé de la villa pour venir la voir. Il la serra fort dans ses bras et commença à pleurer. Il dit qu'il ne croyait pas ce que sa grand-mère avait dit. Il lui dit qu'il s'ennuyait d'elle et que la maison n'était plus la même sans elle. Clara pleura également. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Émile lui apporta un petit dessin qu'il avait fait lui-même. On le voyait tenant la main de Clara. Ce moment donna de la force à Clara. Même si elle avait perdu son emploi, sa place dans la villa et sa dignité, elle n'avait pas perdu l'amour d'Émile. Il était trop jeune pour l'aider avec les avocats ou l'argent, mais sa visite lui rappela que tout le monde ne lui avait pas tourné le dos. Cela lui donna le courage de continuer. Le jour du procès approchait et Clara savait qu'elle devait trouver un moyen de se défendre. Elle commença à rassembler tout ce qui pourrait l'aider. Vieilles photographies, lettres de recommandation, témoignages de personnes pour lesquelles elle avait travaillé avant les Hamilton. Elle se rendit dans un centre d'aide juridique de la ville, espérant que quelqu'un pourrait l'aider gratuitement. Là, elle rencontra un jeune stagiaire qui promit de faire de son mieux, même s'il manquait d'expérience. Clara lui donna toutes les informations dont elle disposait. Ils passèrent en revue les événements du jour où le bijou avait disparu. Elle se souvenait de tout, où elle avait été, à quelle heure elle avait nettoyé chaque pièce, qui d'autre se trouvait dans la maison. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Clara ne savait pas si cela suffirait, mais elle était déterminée à dire la vérité. Elle allait affronter les Hamilton au tribunal, non pas en tant que domestique, mais en tant que femme, refusant de se laisser écraser par l'injustice. Pendant que Clara essayait encore de comprendre comment elle en était arrivée à une situation aussi terrible, la famille Hamilton se préparait déjà à remporter l'affaire. Clara n'avait pas d'avocat, pas d'argent et aucune idée de comment gérer une salle d'audience. Elle avait peur, mais tentait de rester forte. De son côté, Margaret Hamilton ne perdit pas de temps. Elle alla directement voir son avocat privé et engagea le meilleur de la ville. Il s'appelait Dr Marcelo Ribeiro et était réputé pour ne jamais perdre une affaire impliquant des familles riches. Margaret lui ordonna de faire en sorte que Clara soit perçue comme coupable devant tout le monde. Elle voulait que le procès dépasse la simple question juridique. Elle voulait qu'il soit public et dramatique. Bientôt, les journaux commencèrent à publier des titres qualifiant Clara de voleuse. Les sites d'information et les émissions de radio répétèrent la même histoire. La domestique vole chez les Hamilton. Clara voyait son nom détruit publiquement avant même le début du procès. Cela lui semblait injuste. Armand Hamilton remarqua la rapidité avec laquelle tout se déroulait. Il voyait comment sa mère gérait l'affaire. Et bien qu'il ne soit pas d'accord avec toutes ses décisions, il resta silencieux. Au fond de lui, il se sentait mal à l'aise. Il se souvenait de la manière dont Clara s'occupait d'Émile, de sa ponctualité, de son travail acharné et du fait qu'elle ne leur avait jamais donné la moindre raison de douter d'elle. Mais en même temps, il faisait confiance à sa mère. Elle l'avait élevé seule et lui avait toujours dit ce qui était le mieux pour la famille. Il ne savait plus quoi croire.
Armand tenta d'éviter l'attention des médias et se concentra sur son travail, mais la culpabilité resta dans son esprit. Chaque fois qu'il passait devant l'ancienne chambre de Clara, il se souvenait d'elle. Il ne dit rien à l'avocat et n'essaya pas d'arrêter les attaques médiatiques. Il était coincé entre deux mondes, l'un rempli de respect pour sa mère, l'autre de culpabilité envers Clara. Pourtant, il choisit le silence. Émile sentit que quelque chose n'allait pas dans la maison. Clara n'était plus là, et personne ne lui expliquait correctement la situation. Il n'était qu'un enfant, mais il comprenait que les gens étaient tristes et en colère. Il demanda à son père plusieurs fois où se trouvait Clara, mais Armand ne donna jamais de réponse claire. Margaret dit à Émile de ne pas s'inquiéter, affirmant que Clara avait fait quelque chose de mal et ne reviendrait pas. Émile ne la crut pas. Il se souvenait de la façon dont Clara lui chantait des chansons, l'aidait pour ses devoirs et préparait ses goûters préférés. Les histoires du soir et son sourire chaleureux lui manquaient. Rien n'était pareil sans elle. Le nouveau personnel ne savait pas comment s'occuper de lui comme elle le faisait. Une nuit, Émile dessina une image de lui et de Clara, semblable à celle qu'il lui avait donnée auparavant, et la cacha dans son tiroir. Au fond de lui, il espérait qu'un jour, elle reviendrait et que tout redeviendrait comme avant. Pendant que la famille Hamilton se préparait à une victoire nette, la véritable enquête semblait ignorée. Clara tenta de rassembler tout ce qui pourrait prouver son innocence. Elle demanda à un voisin de l'accompagner pour vérifier quelque chose dans la villa. Elle se souvenait qu'il y avait des caméras de sécurité près de la pièce où le bijou était conservé. Mais lorsqu'elle demanda les images, personne ne lui donna de réponse claire. Finalement, elle découvrit quelque chose d'étrange. La caméra qui enregistrait la pièce avait été éteinte exactement au moment où le bijou avait disparu. Ce détail semblait important, mais personne ne s'y intéressait. Clara en parla à un fonctionnaire du tribunal, mais celui-ci répondit que cela n'était pas pertinent, sans preuve de qui l'avait éteinte. Clara ne savait pas comment argumenter. Elle n'était pas avocate et n'avait aucune idée de qui pourrait l'aider à approfondir l'affaire. Cette découverte la rendit encore plus confuse. Pourquoi une caméra de sécurité serait-elle hors service lors d'un vol? Marguerite ne laissa rien ralentir son action. Elle demanda à ce que la date du procès soit avancée, souhaitant que tout se déroule rapidement. Son avocat suivit parfaitement ses instructions. Il prépara des déclarations pour démontrer à quel point la famille Hamilton était digne de confiance et à quel point Clara avait toujours été suspecte. Même sans preuve, Marguerite parla aux journalistes et fit de petits commentaires off-record, suggérant que Clara avait déjà agi de la sorte auparavant. Certains magazines publièrent des rumeurs selon lesquelles Clara aurait des problèmes financiers ou une dette secrète, ce qui était faux. Clara vit son image se détériorer de jour en jour. Les gens qui la saluaient autrefois dans la rue détournaient désormais le regard. Même certains anciens amis cessèrent de répondre à ses appels. Clara avait l'impression que le monde entier s'était retourné contre elle et elle n'avait même pas eu l'occasion de se défendre. Elle se répétait sans cesse qu'elle était innocente, mais avec tout ce qui se passait, il semblait que personne ne voulait l'écouter. Le système avait déjà pris sa décision avant qu'elle ne puisse se défendre. À l'approche du jour du procès, Clara ressentit un lourd fardeau sur ses épaules. Elle dormait à peine la nuit. Les journaux continuaient à la traiter de criminelle. Son avocat commis d'office parlait à peine avec elle et, lorsqu'il le faisait, agissait comme si son dossier n'était qu'un autre fichier sur son bureau. Pendant ce temps, Marguerite veilla à ce que la salle d'audience soit remplie de journalistes et de personnalités importantes. Elle voulait que le public voie qu'on ne vole pas la famille Hamilton sans en subir les conséquences. Armand ne parlait toujours pas. Il observait tout se dérouler et se disait qu'il était trop tard pour arrêter quoi que ce soit. Émile resta également silencieux,
mais pensait à Clara chaque nuit. De l'extérieur, il semblait que les Hamilton avaient déjà gagné. Mais à l'intérieur, Clara sentait que quelque chose persistait, le besoin de prouver la vérité. Même face à l'adversité, elle décida de se battre. Le matin du procès, elle se leva avec la peur au cœur, mais prête à affronter la situation. Clara arriva au tribunal tôt le matin. Elle portait son ancien uniforme de travail, le même qu'elle utilisait tous les jours lorsqu'elle travaillait à la villa des Hamilton. C'était tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait pas d'argent pour s'acheter de beaux vêtements, ni pour payer un avocat digne de ce nom. Ses mains tremblaient, mais elle gardait le dos droit. Dans la salle d'audience, les gens chuchotaient à son passage. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. Elle s'assit seule, tenant un petit sac contenant quelques documents. Ses yeux étaient rouges, mais elle refoula ses larmes. Elle ne voulait pas pleurer devant tout le monde. Le juge entra et le procès commença. De l'autre côté de la salle, le procureur se leva. Il avait été engagé par Marguerite Hamilton et était prêt à suivre son plan. Il qualifia Clara d'opportuniste, quelqu'un qui s'était trop familiarisé avec la richesse de la maison et pensait pouvoir prendre ce qui ne lui appartenait pas. Clara écoutait en silence. Au fur et à mesure que le procureur poursuivait, il la peignait comme une personne ayant abusé de la confiance des Hamilton. Il expliqua qu'elle avait utilisé sa position dans la maison pour voler quelque chose de précieux, employant des termes tels qu'ingrate, calculatrice et loyauté feinte. La salle d'audience resta silencieuse tandis qu'il parlait. Les gens écoutaient attentivement et beaucoup hochèrent la tête comme si tout avait du sens. Mais Clara savait que ces affirmations étaient de fausses. Elle n'avait jamais volé quoi que ce soit. Cependant, sans avocat capable de la défendre correctement, elle n'avait aucun moyen d'arrêter ces accusations. Le procureur montra des photos du bijou disparu et en décrivit la valeur. Il expliqua comment Clara avait eu accès à la pièce, laissant entendre qu'elle était la seule à pouvoir le prendre. Il fit ensuite appel à des témoins, des personnes ayant travaillé à la villa ou connaissant la famille. La plupart apportèrent des déclarations favorables aux Hamilton. Certains modifièrent même légèrement leurs propos pour correspondre aux besoins du procureur. La vérité semblait ne pas compter. Armand était assis près de sa mère, les bras croisés et le regard fixé au sol. Il ne parlait pas. Il ne regardait même pas Clara. Il se souvenait pourtant de sa gentillesse, de ses soins et de sa loyauté. Mais il était confus. Sa mère lui avait dit que la justice devait être faite, que Clara l'avait trahi, et maintenant, tout se déroulait si rapidement. Il se sentait bloqué. S'il parlait, ce serait contre Marguerite, et il n'avait pas la force de le faire. Il resta donc silencieux. Chaque fois que Clara lui lançait un regard, espérant y lire un peu de regret ou de soutien, Armand détourna les yeux. Il était visiblement mal à l'aise, mais gardait ses distances. Pendant ce temps, Marguerite était assise à côté de lui avec assurance. Elle murmurait des commentaires à son avocat, souriait lorsque les choses allaient dans son sens et agissait comme si le verdict était déjà décidé. Pour elle, ce procès concernait davantage le pouvoir et le contrôle que la recherche de la véritable vérité. La voix de Clara semblait n'avoir aucune importance. Au fond de la salle, Émile était assis avec sa nourrice. Il n'était pas censé être là, mais il avait insisté pour venir. Au début, personne ne fit vraiment attention à lui. Il observait les adultes parler, se disputer et s'accuser. Il ne comprenait pas tout, mais suffisamment pour saisir l'essentiel. Clara, celle qui avait tenu sa main lorsqu'il avait eu peur, se tenait maintenant au milieu de tout cela. Émile ne croyait pas qu'elle avait fait quelque chose de mal. Il se souvenait comment elle aidait toujours les autres sans rien demander en retour, mais personne ne lui avait demandé ce qu'il en pensait. Il devait rester assis,
silencieux, à regarder les gens qu'il aimait se battre d'une manière qu'il ne comprenait pas. La salle d'audience lui semblait froide. Tout le monde avait l'air sérieux. Même son père ne souriait pas. Émile gardait les yeux fixés sur Clara tout le temps. Il ne disait pas un mot, mais au fond de lui, il souhaitait pouvoir courir la prendre dans ses bras. Il ne voulait pas qu'elle se sente seule. Mais les enfants n'ont pas le droit de parler au tribunal. Dehors, les médias attendaient. Les caméras étaient partout et les journalistes criaient des questions à quiconque était impliqué. Les titres qualifiaient déjà Clara de coupable. La domestique vole chez les Hamilton, ou les Hamilton trahis par leur servante, était écrit en lettres grasses sur les sites web et dans les journaux. Personne n'attendait le verdict. L'histoire avait déjà été racontée, et Clara était la méchante. Les internautes postèrent des commentaires en colère à son sujet. Certains l'accusaient d'être avide. D'autres affirmaient qu'elle avait planifié tout cela depuis le départ. Clara n'avait même pas les moyens de se défendre. Son visage apparaissait dans les médias, son nom était tendance et sa vie était détruite devant tout le pays. Elle avait l'impression de ne pas avoir de voix. Elle n'était ni célèbre, ni riche, ni puissante. Tout ce qu'elle possédait, c'était sa vérité, et personne ne voulait l'entendre. Pourtant, elle gardait la tête haute. Elle se rappelait ses valeurs, les conseils de sa défunte mère, et s'accrochait à la force qui lui restait. Lorsque vint son tour de parler, la salle se tut à nouveau. Elle se leva lentement et marcha jusqu'à la barre des témoins. Ses mains étaient froides, mais elle ne tremblait pas. Elle prit une profonde inspiration et regarda le juge. Puis elle fixa droit devant elle et parla clairement. Elle affirma qu'elle n'avait jamais touché à quoi que ce soit qui ne lui appartenait pas. Elle expliqua qu'elle avait travaillé dans cette maison pendant des années, donnant le meilleur d'elle-même chaque jour. Elle dit qu'elle avait aimé Émile comme son propre enfant et n'avait jamais imaginé faire du mal à la famille. Sa voix se fissura une fois, mais elle ne pleura pas. Elle parla avec son cœur. Elle admit savoir que les gens s'étaient déjà fait une opinion, mais qu'elle devait dire la vérité malgré tout. Alors qu'elle parlait, la plupart des gens ne réagirent pas. Certains semblaient s'ennuyer, d'autres sceptiques. C'était comme si ses paroles n'avaient aucun poids. Personne n'applaudit, personne ne manifesta de soutien. Quand elle eut fini, elle se rassit seule, comme si rien de ce qu'elle avait dit n'avait d'importance. Au fil du procès, de petites incohérences commencèrent à apparaître dans l'affaire. Durant les premiers jours, tout semblait se dérouler exactement comme Marguerite Hamilton l'avait prévu. Mais peu à peu, certains détails se détachaient. Quelques personnes proches de la famille Hamilton devinrent soudainement indisponibles ou refusèrent de parler. L'ancienne gouvernante, qui travaillait à la villa depuis encore plus longtemps que Clara, fut mystérieusement écartée de son poste. Personne n'expliqua pourquoi. Lorsque l'assistant désigné par le tribunal tenta de la contacter pour obtenir une déclaration, la femme refusa de commenter. Puis, l'une des jeunes domestiques confia discrètement à quelqu'un qu'elle avait vu Marguerite entrer dans la salle des bijoux tard dans la nuit, juste avant la disparition du bijou. Mais la domestique se rétracta rapidement, disant qu'elle avait peur de perdre son emploi. La peur était partout. Plus Clara écoutait ces fragments de vérité, plus elle se sentait confuse. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais sans soutien, elle n'avait aucun moyen d'approfondir ou de prouver quoi que ce soit. À l'intérieur de la villa, les choses n'étaient pas aussi calmes qu'elles en avaient l'air. Émile observait attentivement ce qui se passait. Bien qu'il soit encore très jeune, il remarqua le changement soudain dans le comportement des adultes autour de lui. Les gens chuchotèrent davantage, évitaient certains sujets et changèrent de conversation lorsqu'il posait des questions.
Émile commença à se souvenir de quelque chose qui s'était produit la nuit où le bijou avait disparu. Il avait vu quelqu'un se déplacer près de la salle des bijoux lorsqu'il s'était levé pour prendre de l'eau. Mais le lendemain matin, lorsqu'il en parla à sa grand-mère, elle lui dit que ce n'était qu'un rêve et qu'il ne devait plus en parler. À l'époque, il l'a cru. Mais maintenant, après avoir vu Clara au tribunal et entendu comment elle était traitée, il n'en était plus si sûr. Émile tenta d'en parler à son père, Armand, attendit le bon moment et finit par l'approcher. Mais Armand semblait distrait et ne l'écouta pas. Émile se sentit invisible. Marguerite commença à remarquer qu'Émile se comportait différemment. Il posait plus de questions et ne semblait pas intéressé par les jouets qu'elle lui achetait. Au début, elle ignora cela, mais elle réalisa vite qu'il pensait trop à Clara et au procès. Elle décida d'agir rapidement. Elle dit à Émile de ne pas se préoccuper des problèmes d'adultes et commença à le gâter avec de nouveaux jeux vidéo, des friandises et la promesse d'une sortie au parc d'attractions. Elle le serra plus souvent dans ses bras et lui répéta combien il était spécial. Mais derrière toute cette affection, Marguerite essayait de garder le contrôle. Elle craignait que si Émile parlait, quelqu'un commence à poser des questions. Alors elle le gardait près d'elle et le distrayait. Lorsqu'Émile mentionna à nouveau qu'il se souvenait de quelque chose de la nuit du vol, Marguerite sourit et lui dit qu'elle le croyait, mais qu'il valait mieux ne rien dire. Selon elle, les gens pourraient se tromper et le blâmer. Effrayé, Émile cessa de poser des questions et garda ses pensées pour lui. Clara, de son côté, commençait à perdre espoir. Le procès ne se déroulait pas bien et son avocat commis d'office parlait à peine avec elle. Chaque jour, elle se rendait au tribunal en se sentant plus petite, comme si rien de ce qu'elle disait n'avait d'importance. Elle portait toujours son vieil uniforme, car c'était le seul vêtement formel qu'elle possédait. Les gens la regardaient comme si elle était déjà coupable. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, fatiguée et émotionnellement épuisée, on frappa à sa porte. Une jeune femme se tenait là, tenant un dossier. Elle se présenta comme Émilie, une nouvelle avocate débutant sa carrière. Émilie avait suivi l'affaire de Clara dans les journaux et sentait que quelque chose n'allait pas. Elle expliqua qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience, mais qu'elle croyait Clara lorsqu'elle disait la vérité. Clara fut surprise. Personne ne l'avait crue depuis des semaines. Émilie demanda si elle pouvait la représenter officiellement. Clara hésita un instant, puis accepta rapidement. Elle n'avait plus rien à perdre et avait besoin de quelqu'un, n'importe qui, prêt à l'aider. Émilie commença à examiner tout ce qu'elle pouvait sur l'affaire. Elle resta tard à lire les transcriptions du tribunal, à regarder les reportages et à noter chaque détail que Clara partageait. Elle remarqua combien de déclarations semblaient incohérentes. Elle trouva également étrange que personne ne se soit interrogé sur le fait que la caméra principale de la salle des bijoux avait été éteinte cette nuit-là. Clara lui parla de la domestique qui avait mentionné avoir vu Marguerite, mais elle ne savait là pas comment la retrouver. Émilie prit des notes, fit une liste de personnes à contacter et promit à Clara qu'elle ferait de son mieux. Elle se rendit au tribunal pour déposer les documents permettant de remplacer officiellement l'ancien avocat de Clara. Le juge accepta, tout en avertissant Émilie que cette affaire était compliquée et risquée. Émilie ne recula pas. Elle savait qu'elle manquait d'expérience, mais elle croyait en la justice et au droit de chacun à se faire entendre. Pour la première fois depuis des semaines, Clara sentit qu'elle n'était pas seule. La présence d'Émilie lui donna un petit mais puissant espoir. Pendant que Clara et Émilie travaillaient discrètement pour préparer les prochaines étapes, la villa des Hamilton restait pleine de secrets. Certains membres du personnel étaient visiblement nerveux. Quelques domestiques évitaient le contact visuel. Certaines arrêtèrent même de se parler complètement. Marguerite agissait comme si rien ne se passait,
contrôlant tout avec un sourire. Armand, lui, resta silencieux et distant, toujours incertain de ce qu'il devait croire. Émile continuait de penser à la nuit où il avait vu quelque chose. Quelqu'un marchant dans le couloir. Il savait ce qu'il avait vu. Il ne savait pas comment l'expliquer, mais il voulait aider Clara. Chaque fois qu'il la voyait au tribunal, son cœur se serrait. Mais les avertissements de sa grand-mère résonnaient dans sa tête. Il ne voulait pas causer de problème ni mettre les gens en colère, alors il resta silencieux. Marguerite continuait de surveiller tout le monde, attentivement, surtout Émile. Elle lui offrit davantage de cadeaux et de paroles agréables, mais il était clair qu'elle cachait quelque chose. La vérité était proche, mais toujours enfermée dans la villa. Émilie commença son enquête avec soin et patience. Elle visita les archives du tribunal et demanda tous les documents relatifs à la villa des Hamilton et au vol supposé. En parcourant les rapports, elle remarqua de petites erreurs qui n'avaient aucun sens. Les horaires ne correspondaient pas, les notes des officiers étaient incomplètes, et le compte-rendu concernant la caméra défectueuse semblait trop vague. On aurait dit que quelqu'un voulait cacher davantage que ce qui était révélé. Émilie compara les informations avec les déclarations de Clara et constata des incohérences. Clara avait toujours été claire sur sa localisation cette nuit-là, mais les rapports ignoraient certains de ses propos. Émilie retourna voir Clara et posa davantage de questions, notant tout dans son carnet. Plus elle apprenait, plus elle comprenait que cette affaire n'était pas un simple vol. Quelque chose de plus profond était dissimulé. Elle décida qu'elle devait se rendre à la villa elle-même pour examiner les lieux et peut-être trouver des réponses manquantes dans les documents officiels. Pendant qu'Émilie se consacrait à son enquête, Émile se sentait de plus en plus agité. Il avait des questions auxquelles personne ne semblait vouloir répondre. Un après-midi, tandis que Marguerite était assise dans le salon en train de lire, Émile prit son courage à deux mains et posa de nouveau des questions sur la nuit de la disparition du bijou. Il dit se souvenir de quelque chose et voulait savoir si Clara était vraiment coupable. Marguerite abaissa son livre, le fixa froidement et lui dit d'arrêter de poser des questions. Selon elle, les adultes avaient résolu l'affaire et les enfants ne devaient pas s'en mêler. Émile ne recula pas. Il demanda encore pourquoi elle était près de la salle des bijoux cette nuit-là. Le visage de Marguerite se durcit. Elle l'avertit que s'il continuait à insister, elle l'enverrait dans un internat loin de la maison. Émile se figea. L'idée de quitter son père le terrifiait. Marguerite se pencha vers lui et répéta son avertissement. Émile se tut ensuite, mais la peur grandit en lui. Il savait que sa grand-mère cachait quelque chose, mais il savait aussi qu'elle était dangereuse. Armand, lui, subissait une pression croissante. Les médias continuaient à poser des questions sur l'affaire et les gens extérieurs à la famille murmuraient que les Hamilton cachèrent des détails. Le procès devenait un spectacle, et Armand ne pouvait échapper à l'attention. Une nuit, il s'assit seul dans son bureau et ouvrit de vieilles vidéos stockées sur son ordinateur. Il ne cherchait pas de preuves concernant le bijou. Il voulait se remémorer de meilleurs moments. En parcourant les fichiers, il trouva une vidéo de Clara avec Émile, prise peu après la mort de sa femme. Dans la vidéo, Clara était assise avec le garçon dans sa chambre, le consolant tandis qu'il pleurait. Elle lui disait qu'il était aimé et en sécurité, le tenant jusqu'à ce qu'il se calme. En regardant la scène, Armand sentit quelque chose changer en lui. Il réalisa que Clara avait été plus qu'une employée. Elle avait été de la famille. Pour la première fois, il douta de la certitude de sa mère. Peut-être que Clara n'était pas coupable. Peut-être qu'il s'était trompé. Les recherches d'Émilie la conduisirent à une découverte importante. Elle réussit à parler à quelqu'un ayant assisté à un événement caritatif quelques jours après la nuit de la disparition supposée du bijou.
Cette personne lui dit avoir vu Marguerite Hamilton porter exactement le même bijou lors de l'événement. Emily fut choquée. Si le bijou avait été autour du cou de Marguerite lors du gala, alors il n'avait jamais été volé. Elle chercha rapidement des photos ou des articles de presse sur l'événement et, pendant un court moment, trouva une photo en ligne montrant Marguerite dans une robe sombre avec le bijou scintillant autour de son cou. Excitée, elle la sauvegarda et prépara son ajout à la défense de Clara. Mais le lendemain, lorsqu'elle vérifia de nouveau, la photo avait disparu. Le site avait supprimé l'image et la source refusait de parler. C'était comme si la preuve avait été effacée du jour au lendemain. Émilie réalisa que l'influence de Marguerite dépassait largement le tribunal. Elle avait le pouvoir de faire disparaître des choses. La perte de cette preuve la frustra, mais ne l'arrêta pas. Elle retourna voir Clara et lui raconta ce qu'elle avait découvert. Clara ne fut pas surprise. Elle avait toujours suspecté que Marguerite était davantage impliquée dans l'affaire que quiconque ne l'admettait. Savoir que le bijou avait été vu en public ne fit que renforcer sa certitude. Émilie promit de continuer à chercher, même si la photo avait disparu. Elle suggéra de tenter de contacter d'autres invités présents lors de l'événement. Peut-être que quelqu'un d'autre avait remarqué le bijou. Clara accepta, bien qu'elle sente les murs se resserrer autour d'elle. Chaque jour au tribunal devenait plus difficile et les accusations s'intensifiaient. Elle n'avait presque aucun allié, sauf Émilie et ses souvenirs d'Émile. Clara pensait souvent à lui, espérant qu'il croyait toujours en elle. Pour Émilie, la preuve manquante n'était pas une fin, mais un indice. La preuve que Marguerite était désespérée à cacher la vérité, ce qui signifiait qu'elle se rapprochait du but. À l'intérieur de la villa des Hamilton, Marguerite commença elle aussi à ressentir la pression. Elle percevait que le silence d'Armand n'était plus le même, et le comportement d'Émile la rendait mal à l'aise. Elle savait qu'Émilie enquêtait sur l'affaire, et même si la jeune avocate manquait d'expérience, elle craignait que sa persévérance ne mène à des résultats. Marguerite se dit qu'elle devait agir avant que tout ne devienne incontrôlable. Elle renforça son contrôle sur le personnel, leur ordonnant de ne parler à personne à l'extérieur. Elle occupa Émile avec des cadeaux et des distractions, bien que ses yeux trahissent ses doutes. Avec Armand, elle utilisait la culpabilité, lui rappelant l'honneur et les responsabilités familiales. La détermination de Marguerite se renforça. Elle avait construit sa vie sur le pouvoir et la réputation, et elle ne permettrait pas à une domestique de la détruire. Mais pour la première fois, des fissures apparaissaient. Les gens posaient des questions, et les secrets devenaient plus difficiles à contrôler. Marguerite comprit que le cercle se resserrait. Si elle voulait se protéger, elle devrait prendre des mesures drastiques. Le 3e jour du procès, l'atmosphère dans la salle d'audience était tendue. Le juge était assis sur son siège. Les avocats préparaient leurs notes, et Clara essayait de rester calme, bien qu'elle se sente brisée intérieurement. Émilie lui chuchota des encouragements, lui disant de rester forte. La famille Hamilton occupait ses places habituelles, Marguerite affichant, comme toujours, une confiance apparente. Armand était assis tranquillement, le visage impassible. Le procès avançait comme les jours précédents, la partie adverse continuant à attaquer le caractère de Clara. Soudain, les lourdes portes de la salle s'ouvrirent, et Émile se glissa à l'intérieur, ayant échappé à la surveillance de sa nourrice. Les gens se tournèrent, surpris, tandis que le garçon courait droit vers Clara. Sans hésiter, il passa ses bras autour de sa taille, la serrant fortement comme pour la protéger. Puis, d'une voix forte, il posa sa petite main sur sa bouche et dit « Chut, je sais qui a fait ça, maman. » Toute la salle se figea, choquée. L'explosion soudaine créa le chaos. Les journalistes levèrent leurs caméras,
Les gens murmurèrent, et le juge demanda le calme. Clara resta figée, tenant Émile près d'elle, incertaine de ce qui se passait. Le visage de Marguerite pâlit, et Armand se leva immédiatement. Le juge demanda que le garçon soit retiré de la salle, mais Armand intervint. Il s'avança, la voix tremblante, et déclara qu'Émile devait pouvoir parler. Il expliqua que son fils avait été silencieux pendant des semaines, gardant quelque chose pour lui, et qu'il devait maintenant être entendu. Après une courte hésitation, le juge accepta. Émile regarda autour de lui, nerveux, puis fixa Clara avant de reprendre la parole. Sa petite voix résonna dans le silence de la salle. Il expliqua qu'une nuit, en se levant pour boire de l'eau, il avait vu sa grand-mère Marguerite dans le bureau. Il l'avait vue tenant quelque chose de brillant qu'elle cacha dans une boîte. Il avait également entendu ces murmures. « Clara sera une cible facile. » Ces mots firent à nouveau taire tout le monde. Le procureur tenta rapidement de reprendre le contrôle de la situation. Il se leva et soutint qu'Émile n'était qu'un enfant trop jeune pour comprendre ce qu'il avait vu ou entendu. Il expliqua que les enfants confondaient souvent rêve et réalité, et rappela au tribunal que les souvenirs pouvaient être peu fiables. Marguerite s'inclina dans son fauteuil, essayant de retrouver son calme, mais ses doigts tapèrent nerveusement sur l'accoudoir. Émile, cependant, ne recula pas. Il insista sur le fait qu'il disait la vérité. Il décrivit la boîte où Marguerite avait caché le bijou. Une boîte en bois sombre avec un verrou doré rangé dans le bureau. Il répéta également les mots exacts qu'elle avait dits. « Clara sera une cible facile. » Les détails étaient trop précis pour être ignorés. Les gens dans la salle échangèrent des regards, murmurant entre eux. Même le juge fronça les sourcils, réalisant que le témoignage d'Émile ne pouvait pas être écarté si facilement, surtout à cause de la précision de son récit. Clara resta figée, le cœur battant la chamade. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Émile avait parlé devant tout le monde. Des larmes remplirent ses yeux, mais cette fois, pas de tristesse, seulement du soulagement. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, quelqu'un avait dit la vérité à voix haute. Et c'était la personne qu'elle aimait le plus au monde. Émilie réagit immédiatement, se leva et dit au juge que la déclaration d'Émile était cruciale et devait être examinée. Elle souligna que le garçon n'avait aucune raison de mentir et que ces détails correspondaient aux incohérences déjà relevées dans l'affaire. Le juge accepta de suspendre la séance et ordonna une enquête sur le témoignage d'Émile. Armand, debout à proximité, semblait partagé entre le choc et la culpabilité. Il osa enfin croiser le regard de Clara, et ce qu'il y vit le fit baisser la tête de honte. Il réalisa à quel point il avait été aveugle à la vérité, et combien Clara avait souffert injustement. Marguerite, qui jusqu'alors avait contrôlé chaque étape du processus, montra ses premiers signes de faiblesse. Elle tenta de rester calme, mais ses lèvres tremblèrent légèrement, tandis qu'elle murmurait quelque chose à son avocat. Son expression confiante avait disparu, remplacée par l'inquiétude. Pendant des années, elle avait manipulé les situations, fait taire les voix et façonné la réalité selon ses désirs. Mais maintenant, son propre petit-fils avait parlé contre elle, et elle ne pouvait plus l'arrêter. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, certains préparant déjà les gros titres sur ce retournement de situation. Les reporters murmuraient que l'image parfaite des Hamilton s'effritait. Armand resta immobile, visiblement secoué, tandis qu'Émile s'appuyait contre Clara, tenant sa main fermement. Marguerite leva finalement la voix. Émile était confus et manipulé par Clara, mais ses paroles manquèrent de leur force habituelle. Tout le monde pouvait voir son calme se fissurer. Le masque qu'elle portait si soigneusement commençait à se détacher, et pour la première fois, les gens remettaient en question son rôle dans l'affaire.
Le juge annonça que le procès serait suspendu temporairement. Il déclara que le témoignage d'Émile soulevait des questions sérieuses qui devaient être examinées avant de poursuivre. Les officiers furent chargés de vérifier le bureau de la villa et de chercher la boîte en bois que décrivait Émile. Émilie sourit faiblement à Clara, lui murmurant que c'était leur chance. Clara, bien qu'overwhelmed, sentit une vague d'espoir. Depuis des semaines, personne ne la croyait. Et maintenant, la vérité commençait enfin à émerger, grâce au courage d'Émile. Marguerite resta silencieuse, le corps tendu, les mains serrées. Elle savait que le cercle se resserrait. Armand posa un bras protecteur autour de son fils, incapable de comprendre tout ce qu'il venait d'entendre. La salle se vida lentement, remplie de tension et de murmures de changement. Pour la première fois, Clara sortit, non pas comme une femme vaincue, mais comme quelqu'un qui pouvait encore avoir un avenir. À ses côtés, Émilie savait que le combat ne faisait que commencer. Avec l'enquête désormais ouverte, la villa des Hamilton semblait différente. La tension grandissait dans chaque recoin de la maison, et pour la première fois, Armand décida qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Il attendit qu'Émile s'endorme, puis se rendit dans le bureau de sa mère. Marguerite était assise derrière son grand bureau, faisant semblant de lire, mais elle savait pourquoi il était là. Armand ferma la porte et exigea la vérité. Sa voix était ferme, plus forte qu'il ne l'avait jamais été avec elle. Il demanda pourquoi Émile avait décrit ses actions si clairement, pourquoi la boîte mentionnée par le garçon correspondait à des détails qu'aucun enfant ne pouvait inventer. Marguerite le fixa avec des yeux perçants, mais elle réalisa que son contrôle sur lui s'affaiblissait. Armand insista de nouveau, lui disant qu'il ne pouvait continuer à la défendre si elle n'expliquait pas. L'air entre eux était lourd. Enfin, Marguerite se leva. Elle commença à parler, la voix calme mais empreinte d'amertume, prête à avouer ses raisons. La conversation se transforma rapidement en une dispute animée. Armand accusa sa mère d'avoir détruit la vie de Clara sans preuve réelle. Marguerite répondit que Clara s'était trop rapprochée d'Émile, occupant un rôle qui ne lui appartenait pas. Elle expliqua qu'Émile voyait Clara comme une mère et qu'Armand la regardait même différemment, comme si elle remplaçait sa défunte épouse. Son ton était froid, mais chargé d'émotion. Elle admit se sentir menacée. Elle craignait que Clara ne prenne le contrôle de la famille et ne pouvait le permettre. Marguerite expliqua qu'elle n'avait jamais eu l'intention de causer autant de dégâts. Son plan initial était simplement d'effrayer Clara, pour lui rappeler sa place. Mais les choses avaient dégénéré lorsque le bijou avait disparu. Une fois le soupçon jeté sur Clara, elle avait laissé le mensonge continuer, pensant protéger l'héritage de sa famille. Armand écoutait en silence, dévasté. Il réalisa à quel point la peur de sa mère les avait tous aveuglés et combien son propre silence avait fait de lui un complice de l'injustice. Il quitta le bureau sous le choc. Pendant des années, il avait fait entièrement confiance à sa mère, mais maintenant, il se sentait trahi. Il se souvenait de chaque moment où Clara avait fait preuve de gentillesse et comment il l'avait ignorée sous l'influence de Marguerite. Il se rendit dans la chambre d'Émile et s'assit à côté de son fils endormi. Il pensa à quel point Émile avait été plus courageux que lui en disant la vérité, alors que les adultes restaient en silencieux. Cette nuit-là, Armand prit une décision. Il retourna dans le bureau de Marguerite, non pas pour discuter, mais pour fouiller. Il ouvrit les tiroirs, bougea des livres et découvrit enfin un petit coffre caché derrière un meuble. Après plusieurs tentatives, il réussit à l'ouvrir avec une clé trouvée dans le bureau de Marguerite. À l'intérieur, il vit le bijou disparu soigneusement enveloppé dans un tissu. Mais ce n'était pas tout.
Le coffre contenait également des enveloppes avec de l'argent, des documents et d'autres objets qui ne semblaient pas appartenir là. Armand fixa le contenu, réalisant que c'était la preuve qui pouvait enfin tout changer. Le lendemain matin, Armand n'hésita pas. Il porta le coffre au poste de police et le remit aux officiers. Ceux-ci furent surpris, mais commencèrent immédiatement à prendre des notes et à enregistrer les preuves. Armand expliqua où il l'avait trouvé et comment cela confirmait le témoignage d'Émile. Il admit que sa mère avait caché le bijou et possiblement d'autres objets de valeur. La police le remercia et promit d'inclure cette découverte dans l'enquête. Armand ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Il avait maintenant fait ce qu'il fallait, mais trop tard pour annuler les dommages que Clara avait déjà subis. Dehors, les journalistes attendaient et les nouvelles se répandirent rapidement. Les gros titres changèrent du jour au lendemain. Au lieu de présenter Clara comme une voleuse, les médias commencèrent à se concentrer sur l'implication de Marguerite Hamilton. Le public, qui avait si rapidement jugé Clara, commença à s'interroger sur le pouvoir et les secrets de la famille. Pour la première fois, le nom de Clara apparut associé à des mots comme innocence et injustice. Cette fois, les choses étaient différentes. Émilie présenta la découverte du bijou et expliqua qu'il avait été trouvé caché dans le coffre du bureau de Marguerite. Elle souligna également d'autres objets suspects, laissant entendre qu'il pourrait y avoir plus derrière cette histoire. Le juge autorisa Clara à prendre de nouveau la parole, et elle raconta son histoire avec plus de confiance qu'auparavant. Sa voix était stable lorsqu'elle répéta qu'elle n'avait jamais rien volé. Elle parla de ses années de loyauté, de son amour pour Émile et de son respect pour la maison des Hamilton. La salle d'audience écoutait attentivement, et cette fois, personne ne rejeta ses paroles. Les journalistes notaient chaque détail, les caméras la filmaient. Et même les membres du public, qui l'avaient auparavant jugé coupable, commencèrent à éprouver de la sympathie. Les arguments d'Émilie se renforcèrent, soutenus par les preuves matérielles. L'affaire entière bascula, et Clara n'était plus vue comme l'accusée, mais comme une victime des mensonges d'une famille puissante. Marguerite fut contrainte de rester assise, observant la vérité se déployer. Pour la première fois, son contrôle disparut. Elle ne parlait pas, les yeux fixés au sol, tandis que le procureur tentait de reprendre le fil. En vain. Armand, assis de l'autre côté, tenait Émile près de lui, se libérant enfin de l'influence de sa mère. Il se sentit honteux de ne pas avoir protégé Clara plus tôt, mais il était désormais déterminé à la soutenir. Émile, bien que toujours enfant, était fier que sa voix ait fait la différence. Clara, debout, les regarda tous les deux, avec des émotions mêlées. Elle avait souffert humiliation, douleur et peur. Mais à cet instant, elle voyait un chemin vers la justice. Les personnes qui lui avaient tourné le dos commençaient à percevoir la vérité. Le poids des mensonges se levait enfin, et pour la première fois, l'avenir ne semblait plus sans espoir. L'affaire était loin d'être terminée. Mais Clara disposait enfin de preuves, et le monde commençait à l'écouter. Avec le coffre et le témoignage d'Armand désormais intégrés à l'affaire, l'atmosphère dans la salle changea complètement. Pendant des semaines, Clara était restée silencieuse, traitée comme une criminelle. Mais maintenant, la balance penchait en sa faveur. Émilie se présenta devant le juge avec une présentation soigneusement préparée. Elle montra une chronologie des événements, depuis la nuit de la disparition du bijou jusqu'à la découverte du coffre secret de Marguerite. Chaque étape révélait comment Marguerite avait manipulé la situation, créant un faux récit qui faisait passer Clara pour coupable. Le procureur tenta d'interrompre, mais le juge permit à Émilie de continuer. Les preuves étaient trop fortes pour être ignorées. Clara, assise à côté de son avocate, sentit ses mains trembler, mais cette fois de soulagement.
Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus invisible. Sa vérité était prononcée à voix haute, devant tout le monde. Elle baissa la tête et murmura une prière silencieuse, remerciant de pouvoir enfin être entendue. Le juge écoutait attentivement, prenant des notes pendant qu'Émilie expliquait chaque point. Elle montra comment l'accès de Clara à la salle des bijoux avait été exagéré, comment la caméra défectueuse avait été commodément ignorée, et comment les témoins avaient été influencés par le pouvoir de Marguerite. Émilie relia ensuite ces détails aux bijoux aperçus lors de l'événement caritatif, reliant les éléments entre eux. Armand se leva et confirma son rôle, admettant que son silence l'avait rendu complice. Ses mots étaient lourds mais honnêtes, et la salle réagit avec des murmures de surprise. Marguerite, assise au premier rang, resta raide, les lèvres serrées. Elle évita tout contact visuel, surtout avec Armand et Émile. Le juge leva enfin la main et déclara que le processus avait été vicié dès le départ. Il dit que Clara n'aurait jamais dû être suspectée si longtemps sans preuves adéquates. Il annonça alors sa libération immédiate. La salle se remplit de bruit, de quelques exclamations et applaudissements, alors que les gens réalisaient que la situation avait changé. Dès que la décision fut prononcée, Émile se libéra de l'emprise de sa nourrice et courut à travers la salle. Sans hésiter, il sauta dans les bras de Clara, la serrant fort. « Tu es mon cœur, maman !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Ces mots touchèrent tous les présents. Certains pleurèrent, d'autres applaudissaient doucement, émus par l'honnêteté et l'amour de l'enfant. Clara serra Émile de toutes ses forces, les larmes coulant sur son visage. Elle lui murmura qu'elle ne le quitterait jamais, quoi que les gens aient pu dire auparavant. Pour Clara, ce moment valait plus que la décision du juge. C'était la preuve qu'elle avait encore l'amour et la confiance d'Émile. Les journalistes capturèrent la scène, leurs flashs crépitants, et en quelques minutes, l'image se répandit dans les médias. Une femme autrefois condamnée était désormais vue comme un symbole d'espoir et de résilience. Clara ne pensa pas à sa réputation ou aux gros titres, mais au garçon qui lui avait donné la force de continuer à se battre. Dehors, les médias explosèrent avec la nouvelle. Pendant des semaines, les titres l'avaient traitée de voleuse, de menteuse et de honte. Maintenant, ces mêmes médias écrivaient des articles la décrivant comme courageuse, forte et innocente. Les présentateurs télévisés parlaient d'injustice, tandis que les articles en ligne saluaient sa dignité tout au long de l'épreuve. Les sections de commentaires se remplirent de personnes, s'excusant d'avoir jugé trop rapidement, et certaines allaient jusqu'à qualifier Clara de symbole de résistance contre l'abus de pouvoir. Pour Clara, cependant, le vacarme médiatique n'avait pas d'importance. Elle ne cherchait ni la célébrité, ni la vengeance. Tout ce qu'elle voulait, c'était que son nom soit rétabli et sa vie retrouvée. Elle dit à Émilie qu'elle ne prévoyait pas de poursuivre la famille, ni de réclamer de l'argent. Son seul objectif était de marcher librement, sans honte, et de vivre sans que les gens chuchotent derrière son dos. Émilie admirait son humilité, sachant que beaucoup à sa place auraient exigé davantage. La victoire de Clara ne consistait pas à punir Marguerite, mais à retrouver sa dignité. Armand saisit l'occasion pour s'adresser à la presse réunie dehors. Il admit publiquement qu'il avait failli à Clara en croyant sa mère sans preuve. Il expliqua comment il avait laissé son influence le réduire au silence et comment son silence avait causé du tort. Les journalistes posèrent des questions difficiles, mais Armand ne se cacha pas. Il s'excusa directement auprès de Clara, non pas dans le cadre d'une stratégie juridique, mais en tant que père et homme ayant eu tort. Clara écouta tranquillement, ne répondant pas immédiatement, mais ses yeux montraient qu'elle appréciait son honnêteté. Émile se tenait aux côtés d'Armand,
souriant pour la première fois depuis des semaines. Le soulagement de l'enfant était visible, comme si le lourd fardeau qu'il portait avait enfin été levé. Pour la première fois depuis le début du procès, père et fils étaient unis dans la vérité plutôt que dans la peur. Clara se sentit reconnaissante du courage d'Émile et du changement de cœur d'Armand. Pour elle, leur sincérité suffisait à commencer à guérir. Marguerite, cependant, ne pouvait échapper aux conséquences. Le juge annonça qu'elle serait convoquée à une nouvelle audience pour répondre de ses actes. La découverte du bijou, la manipulation des témoins et sa tentative d'incriminer Clara faisaient désormais partie d'une nouvelle affaire. Marguerite ne montra aucune réaction extérieure, mais son visage pâle trahissait son choc. Elle fut escortée hors de la salle par son avocate, qui évita la presse à tout prix. Les journalistes criaient son nom, exigeant des réponses, mais elle ne dit rien. Clara regardait de loin, non pas avec colère, mais avec un sentiment de clôture. Elle ne souhaitait pas nuire davantage à Marguerite. Son seul désir était de vivre en paix, de reconstruire sa vie et de donner à Émile l'amour et la sécurité dont il avait besoin. À la fin de la journée, Clara sortit libre du tribunal, tenant la main d'Émile. La justice avait enfin commencé à restaurer ce qui avait été brisé, et un nouveau chapitre de sa vie était prêt à commencer. Lorsque le tribunal se réunit de nouveau, Marguerite fit une dernière tentative pour reprendre le contrôle. Elle leva la tête, parla avec autorité et tenta de convaincre le juge et le jury que tout ce qui se disait contre elle était faux. Elle insista sur le fait qu'Émile était confus, qu'Armand était émotif et que Clara manipulait la situation par la sympathie. Pendant un moment, la salle fut silencieuse. Puis Émilie se leva avec des documents et des témoignages qu'elle avait recueillis. Elle présenta des déclarations écrites du personnel ayant quitté la villa, des personnes désormais prêtes à parler. Avec l'influence de Marguerite affaiblie, elles révélèrent des détails qu'elles avaient trop peur de partager auparavant. Une servante avoua que Marguerite l'avait pressée de mentir lors des premières audiences. Une autre employée révéla que Marguerite utilisait souvent l'intimidation pour contrôler le personnel. Lentement, les arguments de Marguerite s'effritèrent, morceau par morceau. Plus elle essayait de se défendre, plus ses paroles paraissaient désespérées et creuses comparées aux preuves solides devant tout le monde. Au fil des témoignages, des détails choquants du passé furent révélés. On découvrit que ce n'était pas la première fois que Marguerite accusait un employé de vol sans preuve. Des années auparavant, un jardinier avait été renvoyé dans des circonstances similaires, accusé de voler des objets précieux jamais réellement disparus. Un autre employé admit avoir été menacé par Marguerite après avoir refusé de couvrir un incident. La salle d'audience poussa des exclamations en entendant ces récits. Il dessinait un schéma de comportement montrant l'obsession de Marguerite pour le contrôle et sa volonté de détruire les autres pour protéger son image. Le procureur, qui au début de l'affaire était fermement de son côté, changea de position. Il demanda l'ouverture d'une enquête criminelle contre Marguerite, énumérant des chefs d'accusation tels que parjure, diffamation et obstruction à la justice. Le juge hocha la tête et accepta que l'affaire ne pouvait plus être ignorée. Marguerite, qui paraissait autrefois intouchable, restait désormais silencieuse, exposée devant tous. Clara écoutait tout, les larmes aux yeux. Pas des larmes de douleur cette fois, mais de soulagement. Après tant d'humiliations, tant de jours de doute, elle entendait enfin la vérité, reconnue devant le monde. Le juge déclara Clara officiellement innocente, la blanchissant de toutes les accusations. La salle d'audience éclata de bruit, alors que les journalistes diffusaient rapidement la nouvelle dans tout le pays. Lors des émissions en direct, le nom de Clara apparut avec des mots tels que « innocence confirmée » et « justice rendue ». Pendant des mois, elle avait été traitée de voleuse.
Mais désormais, la nation la voyait comme une victime de mensonges et de cruauté. Clara tenait fermement la main d'Émile en quittant le tribunal, sans plus avoir honte. Dehors, les gens applaudissaient. Certains s'excusèrent, même directement auprès d'elle, d'avoir cru aux fausses accusations. Elle sentit un poids se lever de sa poitrine. Sa vie avait été brisée par des mensonges, mais son nom était désormais pur. C'était tout ce qu'elle avait voulu depuis le début. Non pas la vengeance, mais la vérité. Les jours qui suivirent le verdict apportèrent à Clara une attention inattendue. Des propositions d'emploi commencèrent à arriver de familles aisées admirant sa résilience. Certaines offraient des salaires généreux, d'autres promettaient un logement confortable et une stabilité. Mais Clara déclina poliment chacune d'elles. Elle expliqua à Émilie qu'elle avait besoin de temps pour se reposer, guérir et décider de son avenir sans précipitation. Elle avait trop longtemps vécu sous l'ombre du pouvoir et des accusations des autres. Maintenant, elle voulait la paix. Elle rêvait de passer des journées tranquilles avec Émile, de marcher librement dans les rues sans craindre les chuchotements ou les jugements. Émilie soutenait sa décision, sachant que Clara méritait la liberté de choisir son propre chemin. Clara n'était pas intéressée par le rôle de symbole ou la vie sous les projecteurs. Elle voulait seulement récupérer sa vie et sa dignité. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait se réveiller le matin sans peur du regard des autres. C'était sa véritable victoire. Le rôle d'Émilie dans le procès ne passa pas inaperçu. Avocats, juges et journalistes louèrent sa détermination et son courage. Elle était entrée dans l'affaire comme une jeune avocate inexpérimentée, incertaine de pouvoir assumer cette responsabilité, mais elle avait prouvé sa capacité. Les journaux commencèrent à la qualifier d'étoile montante de la justice, et des cabinets d'avocats la contactèrent avec des propositions. Émilie, cependant, resta humble. Elle disait que l'affaire ne concernait pas sa personne, mais la lutte pour quelqu'un qui avait été traité injustement. Pourtant, lorsque Clara l'étreignit et la remercia, les larmes aux yeux, Émilie se permit de ressentir de la fierté. Elle avait fait la différence, et c'était pour cela qu'elle avait choisi de devenir avocate. En privé, elle admit à elle-même que le procès l'avait aussi transformée. Elle savait maintenant qu'elle avait la force d'affronter des personnes puissantes et de gagner. Voir Clara libre fut sa plus grande récompense, et elle garda ce moment dans son cœur avec gratitude. Pendant ce temps, la famille Hamilton faisait face à une nouvelle réalité. Émile demanda à Armand s'il pouvait passer plus de temps avec Clara, disant qu'il se sentait en sécurité avec elle. Armand, bien qu'hésitant au départ, accepta, réalisant que c'était ce dont son fils avait réellement besoin. Il avait vu l'amour de Clara pour Émile et ne doutait plus de ses intentions. Pour Armand, le procès l'avait obligé à se remettre en question. Il regrettait son silence et la confiance aveugle qu'il avait accordée à sa mère. Il décida de reconstruire ses valeurs et sa relation avec Émile, mettant l'honnêteté avant la fierté. Marguerite, quant à elle, fut laissée isolée. Ses amis prirent leur distance, son influence dans la société s'effondra, et elle fit désormais face à ses propres poursuites pénales. La femme qui avait autrefois tout contrôlé avait perdu son pouvoir. Clara, Émilie, Armand et Émile quittèrent le tribunal ce jour-là avec leur vie changée à jamais. Les mensonges les avaient presque détruits, mais la vérité leur avait offert une seconde chance. En commençant par Clara, Armand la contacta personnellement. Il la rencontra non pas comme un employeur ou un accusateur, mais comme quelqu'un qui respectait sa force. Il lui expliqua qu'il avait été inspiré par son courage et par l'injustice qu'elle avait subie. Il partagea avec elle l'idée d'une fondation dédiée à aider les femmes faussement accusées ou traitées injustement, tout comme elle. Armand admit que cette idée venait de voir la souffrance de Clara
et sa détermination à conserver sa dignité. Clara écouta attentivement. Elle ne voulait pas retourner au manoir ni reprendre sa vie d'autrefois en tant que servante. Mais quand Armand lui expliqua qu'elle ne travaillerait pas comme employée, mais comme directrice de la fondation, Clara sourit. C'était différent. C'était une chance d'utiliser son histoire douloureuse pour aider les autres. Clara accepta, non par obligation, mais parce qu'elle croyait qu'un bien pouvait sortir de tout ce qu'elle avait enduré. C'était le début d'un nouveau chapitre, qu'elle choisissait librement. Émilie célébra la décision de Clara autant qu'Armand. La jeune avocate voyait son ancienne cliente prendre enfin le rôle de leader qu'elle méritait pleinement. Lors de l'annonce de la fondation, les journalistes qualifièrent Clara de symbole de résistance et de dignité. Mais Clara elle-même évita ces titres. Elle insista sur le fait qu'elle était simplement une femme qui voulait vivre honnêtement. Pourtant, elle travailla avec Émilie pour définir la mission de la Fondation, offrant une assistance juridique, un soutien émotionnel et des opportunités aux femmes réduites au silence par le pouvoir. Armand finançait, mais Clara faisait les règles. Elle ne nettoyait plus les sols, ni ne vivait sous suspicion. Elle dirigeait des réunions, embauchait du personnel et planifiait des campagnes. Pour Émilie, voir Clara évoluer dans ce rôle prouvait que la justice n'était pas seulement une affaire de tribunaux, mais qu'elle consistait à redonner la parole aux gens. La Fondation devint un exemple vivant que la vérité pouvait survivre, même face à la richesse et à l'influence. Et le nom de Clara inspirait désormais le respect, non la honte. Émile s'adapta mieux que quiconque au changement. Il passait encore du temps avec son père, visitant le domaine des Hamilton lorsque nécessaire, mais il préférait être avec Clara. Il lui dit un jour, avec son innocence d'enfant, qu'elle était sa vraie maman dans son cœur. Clara sourit et lui assura qu'il ferait toujours partie de sa vie. Armand soutint leur lien, comprenant que le bonheur d'Émile dépendait de se sentir en sécurité et aimé. Il n'essaya plus d'effacer la présence de Clara dans leur vie. Au contraire, il l'encouragea. Pour Émile, ces deux mondes avaient enfin un sens. Le luxe du côté paternel et la chaleur des soins de Clara. Il savait exactement où résidaient l'amour et la vérité. Chaque fois qu'il regardait Clara, il se rappelait le courage qu'il lui avait fallu pour rester forte quand tout le monde s'était retourné contre elle. Le rire d'Émile revint, ses cauchemars disparurent, et il se sentit à nouveau comme un enfant, libre de rêver. Au fil des mois, Clara apprit à respirer de nouveau. La peur qui la suivait autrefois disparut. Elle marchait dans la ville sans honte, ne se cachant plus du regard des autres. Elle travaillait dur à la Fondation, mais s'accordait aussi des moments de repos, entourée par la joie d'Émile et l'amitié d'Émilie. Un soir, après une longue journée, Clara sortit et contempla le coucher de soleil. Les couleurs du ciel lui rappelèrent tout ce qu'elle avait survécu. Elle pensa au tribunal, aux mensonges, à l'humiliation et à la douleur. Mais maintenant, elle était libre et elle n'avait plus besoin de crier ou de se battre. La vérité avait parlé d'elle-même et elle avait triomphé. Clara ferma les yeux, laissant la paix s'installer. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur était calme. L'histoire qui avait commencé par des accusations se terminait par la justice. Le soleil disparut lentement, et Clara sourit, sachant qu'elle avait retrouvé sa place dans le monde. Enfin, nous avons atteint la fin de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous soyez arrivés jusque-là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et quelle a été la meilleure ou la pire partie. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.